Bien, j'attaque la dernière heure de cours, dont je ne sais pas exactement combien de temps elle va durer. Donc, je reviens sur la logique des prédicats sans égalité, cette fois avec un exercice dont j'espère qu'il va me permettre de préciser tout ce qui est souhaitable. Donc, l'exercice consiste à formaliser la phrase les hommes n'aiment pas forcément leurs enfants et les animaux n'aiment leurs enfants que s'ils ne sont pas méchants. Alors en fait, avant de formaliser cette phrase en logique des prédicats, on peut peut-être commencer par la formaliser en logique propositionnelle, même si dans ce cas c'est très simple. C'est la conjonction de deux propositions qui sont, pour la première, les hommes n'aiment pas forcément leurs enfants, et pour la deuxième, les animaux n'aiment leurs enfants que s'ils ne sont pas méchants. On ne peut pas couper la deuxième en deux. Les animaux n'aiment leurs enfants, ça ne voudrait rien dire que si on pourrait, ne que si on pourrait le traduire par ce. Les animaux aiment leurs enfants seulement s'ils ne sont pas méchants, mais le seulement s'ils ne sont pas méchants renvoie aux enfants qu'il y a dans les animaux, donc il faut vraiment, n'aiment leurs enfants que si, donc il faut vraiment le prendre en bloc. C'est-à-dire que l'analyse propositionnelle, je répète, est très rapide, c'est la conjonction de deux phrases, une première phrase P, une deuxième phrase Q, et on a simplement la conjonction PQ. Le seul intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, ça nous permet de découper, de diviser le problème, d'analyser d'abord les hommes n'aiment pas forcément leurs enfants, et ensuite les animaux n'aiment leurs enfants que s'ils ne sont pas méchants. Alors, est-ce qu'on peut se placer dans un univers d'hommes? La réponse est non, puisqu'après il y a des animaux, et que parmi les animaux, il y a des animaux qui ne sont pas des hommes. À la limite, on pourrait peut-être se placer dans un univers d'animaux si l'on tient compte du fait que, après tout, compte tenu de la théorie de l'évolution, les hommes sont des animaux. Mais d'un autre côté, il me semble que vu le sens général de la phrase, en fait, on ne peut pas comprendre les hommes comme des animaux. Il faut opposer dans cette phrase homme à animal. Éventuellement, on pourrait peut-être préciser les animaux non humains. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait se placer. Oui, puis après tout, c'est plus juste. Donc les animaux, on va le remplacer par les non-humains, et du coup on parle simplement d'animaux. Les enfants des hommes sont comme les hommes des animaux. Les non-humains dans un univers d'animal, ça va être justement les animaux non-humains. Leurs enfants sont aussi des animaux. Bon, mais en fait, ça ne va pas vraiment simplifier la formule. Simplement, on est plus juste du point de vue zoologique. Ah, et on a quand même à introduire une propriété de moins, puisque si j'introduis la propriété h de x pour x est un homme, je n'ai pas besoin d'introduire de propriété pour non humain,
puisque ça sera forcément dans un univers d'animaux, un animal non humain. Oui, homme, il faut le comprendre au sens de être humain. Les hommes n'aiment pas forcément leurs enfants. Bon, dans l'exercice qui était mal traduit à partir de ça, il fallait comprendre homme comme individu de sexe masculin ou de genre masculin, mais dans le contexte de cette phrase, puisqu'on oppose les hommes aux animaux ou aux non-humains, il faut comprendre X est un homme au sens de X est un être humain, X est humain. D'ailleurs, je vais peut-être corriger tout de suite pour ne pas avoir cette expression sexiste. X est humain, et donc je vais reformuler, pour l'instant je suis toujours en français, ma phrase. Les humains n'aiment pas forcément CP, les non-humains n'aiment leurs enfants que s'ils ne sont pas méchants, c'est Q. Donc, occupons-nous pour commencer de la formalisation de les humains n'aiment pas forcément leurs enfants, donc la formalisation de P. Alors là, c'est un peu difficile à cause du forcément. Une remarque d'ailleurs, premier temps, laissons peut-être tomber le forcément. C'est une question de français, mais la logique permet aussi d'étudier précisément les phrases et donc d'essayer de parler un meilleur français. Il convient de faire la différence entre les humains n'aiment pas leurs enfants. Cette proposition, me semble-t-il, se comprend en français comme une universelle négative. Aucun humain n'aime ses enfants, ou peut-être aucun humain n'aime les enfants humains isolés comme ça. Ce n'est pas clair, j'y reviendrai. Une phrase comme ça se comprend, me semble-t-il, parfaitement bien, en dehors du problème du leurre, donc il n'y a aucun problème pour l'écrire. En revanche, si vous écrivez, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, tous les humains n'aiment pas leurs enfants, ça c'est mauvais parce que c'est ambigu. Ça peut se comprendre ou bien comme la précédente, ou, et c'est peut-être en fait le sens le plus général, comme la négation de tous les humains aiment leurs enfants, c'est-à-dire certains humains donc ça, c'est une expression, tous les avec une négation, à éviter,
et vous n'avez pas à l'écrire systématiquement comme vous le faites, parce qu'on ne peut pas savoir si c'est une universelle négative comme vous semblez vouloir l'interpréter habituellement, ou si c'est en fait une particulière négative, ce qui me semble plus juste. Donc le mieux, c'est vraiment d'éviter cette formulation, sauf quand, de manière explicite, vous essayez de reprendre la structure du proverbe « tout ce qui brille n'est pas or ». Bon, ceci dit, ici, ce qu'on a, ce n'est aucune des deux, c'est les humains n'aiment pas forcément leurs enfants, et ça, c'est plus compliqué à cause du forcément. Il me semble qu'en fait, ça contient deux idées. Les humains, en général, aiment leurs enfants, mais le problème, c'est que je vous avais dit, en général, ça peut se traduire par tous. Or là, on dit que ce n'est pas toujours le cas, donc on ne va pas pouvoir traduire le en général par tous. Ça pourrait être beaucoup d'humains aiment leurs enfants, mais pas tous. Mais le problème, c'est que beaucoup, à nouveau, c'est quelque chose qui ne se formalise pas bien. Donc en fait, les humains n'aiment pas forcément leurs enfants. Les humains n'aiment pas forcément leurs enfants. On va le décomposer comme deux propositions, comme la conjonction de deux propositions. Faute de pouvoir dire que beaucoup d'humains aiment leurs enfants, on va dire certains humains aiment leurs enfants. Donc c'est une particulière affirmative. Je vous rappelle d'ailleurs que quand on a une particulière affirmative, ça n'exclut pas que tous les humains aiment leurs enfants, si ce n'est que dans ce cas, justement, dire qu'ils ne les aiment pas forcément, c'est dire que ce n'est pas tous, c'est-à-dire aussi que certains humains n'aiment pas leurs enfants particulières négatives. Donc si je veux faire rentrer cette première proposition P dans un cadre aristotélicien pour pouvoir après la décomposer un peu plus profondément, je vais devoir la décomposer comme la conjonction de deux aristotéliciennes, une particulière affirmative, certains humains aiment leurs enfants, une particulière négative, certains humains n'aiment pas leurs enfants. Je peux éventuellement utiliser dans un premier temps ce que je sais de logique aristotélicienne pour une première étape de ma décomposition. Je vais appeler A de x la propriété x aime ses enfants, qui laisse tomber l'ambiguïté sur leurs enfants entre les enfants humains en général ou leurs propres enfants. C'est un point sur lequel à nouveau je vais revenir. Et si j'utilise donc ce que je sais des aristotéliciennes, je vais écrire « Certains humains aiment leurs enfants, il existe des x tels que h de x et a de x, et il existe des humains, certains humains n'aiment pas leurs enfants, il existe des x tels que h de x et non a de x. » Donc chaque fois, je mets une paire de parenthèses qui suit le quantificateur, puisque chacun des quantificateurs porte sur une conjonction, sur une formule qui est chaque fois
une conjonction. Je ne peux enlever aucune de ces paires de parenthèses. Donc voilà, alors qu'est-ce que je veux... maintenant, mon problème, c'est de décomposer A de x. X aime ses enfants. Alors là, il faut bien voir que enfant, ce que vous n'avez pas vu dans l'exercice où c'était donné, ça peut être interprété de deux manières. Enfant, ça peut être interprété comme une propriété d'un individu. Bon, comme nous sommes confinés, j'ai du mal à vous dire qu'en me mettant à ma fenêtre, je vois passer un enfant parce que, évidemment, il n'y a pas d'enfants qui passent dans les rues. Mais imaginons que le confinement soit fini. Quand je dis je vois passer un enfant, je veux dire que je vois passer un jeune être humain. Et dans l'exercice précédent, enfant était défini comme une propriété, comme de manière non relationnelle. Donc c'était simplement jeune être humain ou jeune, je ne me souviens plus exactement de l'énoncé. Relativement jeune, je ne sais pas à quel âge on cesse d'être un enfant, infans latin, 10, 11 ans peut-être, enfin je ne sais pas, ce n'est pas très important. Mais quand on parle de leurs enfants, il y a une idée de relation, ou quand on parle plus encore de ses enfants, il y a... parce que si c'est les enfants humains en général, il n'y a pas véritablement de relation entre l'humain et l'enfant. Il est même préférable, s'ils ne sont pas de la même famille, qu'il n'y en ait pas. Mais si c'est ses enfants, là, il y a une relation entre l'humain et l'enfant. Quand on dit que X aime ses enfants, on veut dire par là que X aime les enfants qu'il a adoptés ou les enfants qu'il a procréés, les enfants qui sont considérés comme les siens. C'est-à-dire que là, on a enfant qui doit être compris relationnellement. Donc quand je veux formaliser X aime ses enfants, j'ai besoin d'introduire une relation qui est E de X, Y. Je le définis indépendamment de X aime ses enfants, donc je réutilise ici la lettre X, même si je ne pourrais pas le faire directement quand je vais en revenir à X aime ses enfants, mais j'introduis la relation E de XY qui est X est enfant de Y. En faisant comme ça, je ne me préoccupe pas en plus de ce que j'entends par enfant. Est-ce que c'est donc adopté? Est-ce que c'est procréé? Peu importe. X est enfant de Y, mais je conçois enfant relationnellement. Alors, c'est le possessif qui m'amène à introduire la relation. Ceci dit, ce n'est pas forcément l'objet, l'entité sur lequel porte le possessif qui va être considéré comme une relation. Si j'avais la phrase, par exemple, X aime ses livres, livre n'est pas quelque chose que l'on va introduire de manière relationnelle. Un objet, une entité est un livre ou ne l'est pas. Si j'avais à formaliser X aime ses livres, j'introduirais la propriété L de X, X est un livre, et j'introduirais la relation de possession P de XY, X possède Y, et les livres de X, c'est les livres Y que possède X.
Ici, donc, enfant, c'est quelque chose qui doit être compris relationnellement. X est enfant de Y. Donc, quand je dis que X aime ses enfants, je dis que X aime tous ses enfants, c'est-à-dire que X aime tous ses enfants, soit encore tous les enfants de X sont aimés par X. Ah, j'oubliais, j'ai besoin bien sûr d'introduire la relation A de XY, X aime Y. Donc tous les enfants de X sont aimés par X. Je vais l'écrire comment? Je vais l'écrire, quel que soit Y, puisqu'il s'agit des enfants de X, je ne peux pas utiliser la propriété X, la lettre X. Et là, j'ai une structure aristotélicienne. Si Y est un enfant de X, alors Y est aimé par X, c'est-à-dire X aime Y. Donc, voilà mon A de X. X aime ses enfants. Alors, en fait, j'ai écrit après pour la deuxième partie non A de X, mais je me rends compte que ce n'est pas vraiment bon, parce que d'ailleurs, il y a une ambiguïté dont certains humains n'aiment pas leurs enfants. Est-ce qu'elle y est, ou est-ce que c'est moi qui ai adopté une mauvaise forme? Je ne me rends pas bien compte. En tout cas, il me semble que on peut comprendre que certains humains n'aiment pas leurs enfants. On peut comprendre soit que certains humains n'aiment pas leurs enfants, n'aiment aucun de leurs enfants. Je leur ai écrit: certains humains n'aiment pas leurs enfants. Il me semble que ça peut se comprendre de deux façons. Et à nouveau, vous voyez, je ne me serais pas rendu compte de cette ambiguïté si je n'avais pas essayé de formaliser logiquement la phrase. Ça me semble être ça l'intérêt de la logique, c'est que quand on essaie de formaliser une phrase, on se rend compte parfois qu'elle est moins claire qu'on ne le pensait au premier abord. Et ce manque de clarté peut introduire une erreur dans un raisonnement, peut introduire aussi un désaccord entre des gens qui en fait sont d'accord, mais qui ne se comprennent pas. Il peut y avoir des désaccords plus profonds à partir de perspectives différentes. Je vous renvoie aux différends de Lyotard ou à la mésentente de Rancière. Mais là, on rentre dans des questions plus subtiles que ce que ne peut aborder la logique formelle. Mais je le répète, il est nécessaire d'être capable de faire au moins ce que la logique formelle arrive à faire et qui est très grossier, pour pouvoir faire des raisonnements trop subtils, pour pouvoir être faits par de la logique formelle. Donc certains humains n'aiment pas leurs enfants, je disais, ça peut se comprendre de deux façons. Certains humains n'aiment aucun de leurs enfants, ou certains humains n'aiment pas tous leurs enfants.
Et d'ailleurs, si on veut écrire sans ambiguïté qu'ils n'aiment pas tous leurs enfants, en fait, il y a peut-être à nouveau la même ambiguïté là-dedans que dans le tout à l'heure. Il sera peut-être mieux de dire que certains humains n'aiment pas certains de leurs enfants. Donc, suivant l'interprétation que l'on retiendra, ou bien j'ai eu raison d'écrire non A de X, ou bien j'ai eu tort, mais finalement, laquelle des deux interprétations est la bonne? Qu'est-ce que la négation de A de X? C'est quelque chose qu'on verra l'an prochain, qu'on peut voir très facilement à partir de formules que je vous donnerai l'an prochain. Mais fondamentalement, il me semble qu'en français, il y a une ambiguïté, la négation de certains humains, la négation de tous les humains aiment leurs enfants, c'est bien il y a des humains qui, mais qui quoi? En fait, si on réfléchit au point de départ, n'aiment pas forcément leurs enfants, on ne voulait pas dire qu'ils n'en aimaient aucun, mais c'est vraiment n'aiment pas tous leurs enfants, c'est-à-dire certains humains n'aiment pas certains de leurs enfants. Donc pour la deuxième partie, je dis je ne sais pas si c'est vraiment non A de X. Je ne sais pas si c'est vraiment non A de X, mais la propriété de X en conjonction avec H de X. Donc je ne sais pas si c'est vraiment non A de X. En fait, moi je le sais, mais vous n'avez pas à le savoir cette année. La propriété de X en conjonction avec H de X dans la deuxième existentielle je la comprends comme certains humains n'aiment pas certains de leurs enfants. Puisque je parle de ne pas écrire quelque chose de faux au tableau, ça me fait penser que ce n'est pas dans le tableau de la semaine dernière, puisque j'ai corrigé avant de le mettre en ligne, mais dans l'enregistrement audio et dans l'enregistrement vidéo, j'ai dit et écrit une sottise à propos de l'antisymétrie, et c'est quelque chose qui figure simplement justement sur le tableau et dans la présentation des cours. Quand j'ai écrit que l'antisymétrie, ça pouvait s'exprimer quel que soit x non R de xx, c'était une sottise énorme. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler anti-réflexivité, et ce n'est évidemment pas le cas de l'égalité. Donc je vous demande de regarder vraiment les commentaires sur Moodle pour avoir la correction de ce que j'ai dit et écrit d'idiot dans ce que vous avez suivi au tableau. Donc j'insiste beaucoup, j'aurais peut-être dû le faire d'emblée. Dans le cours de la semaine dernière, quand j'ai parlé d'antisymétrie, j'ai écrit au tableau une formule fausse que j'ai effacée du tableau mis en ligne, mais c'était trop compliqué de l'effacer des enregistrements.
Voilà, j'en reviens à cet exercice. Certains humains n'aiment pas certains de leurs enfants. Ben, à nouveau, ça se formalise facilement parce que c'est une particulière négative aristotélicienne typique. Il existe des X qui sont humains et qui n'aiment pas certains de leurs enfants. Donc X est humain, c'est toujours h de X. Et X n'aime pas certains de ses enfants. Ben, à nouveau, c'est une particulière aristotélicienne. Il existe des Y qui sont des enfants de X et que X n'aime pas. Donc voilà, et donc voilà ma formalisation de P. Certains humains aiment leurs enfants et certains humains n'aiment pas leurs enfants avec l'ambiguïté sur le n'aiment pas leurs enfants. Mais par contre, ce qui me semble vraiment une bonne formalisation, enfin la meilleure que l'on puisse donner en logique formelle de les humains n'aiment pas forcément leurs enfants. Oui, comme c'était sur la page d'avant, même si là au tableau ça apparaît sur les deux, je le fais apparaître en même temps. Les humains n'aiment pas forcément leurs enfants. Ça va être donc la conjonction de il existe X tel que H de X et où est-ce que je l'avais écrit? Ah ben je ne l'avais... Si, je l'ai... non, je l'ai écrit ici, tiens, c'est bizarre. Je n'avais pas écrit certains humains aiment leurs enfants, donc il existe des êtres humains qui aiment leurs enfants, il existe X tel que H de X et quel que soit Y, E de YX implique A de X, Y. Donc ça, c'est certains humains aiment leurs enfants que j'aurais dû écrire tout à l'heure et que je n'ai pas écrit, ce que j'obtenais en reportant mon A de X dans la première partie, et puis je complète maintenant par la deuxième. Il existe des X tels que H de X et il existe Y tel que E de YX et non A de XY. Donc je ferme cette parenthèse et je ferme celle-là. Maintenant, il me reste à écrire les non-humains n'aiment leurs enfants que s'ils ne sont pas méchants. Alors là, je vois apparaître, à moins que je ne l'ai déjà introduite, tiens, la première page se retrouve très mal écrite, j'espère qu'elle ne va pas rester comme ça. Peut-être que si je quitte la note et que j'y reviens, ça va être mieux. Voilà, c'est redevenu bon. Donc les êtres humains n'aiment leurs enfants que s'ils ne sont pas méchants. Est-ce que j'ai introduit l'autre propriété dont j'ai besoin? Non, donc je l'introduis maintenant.
À nouveau, je répète, ce que je fais là, c'est plus un brouillon qu'un propre. Au propre, je définirai dès le début les diverses propriétés que je vais utiliser, c'est-à-dire, d'ailleurs, en fait, je peux encore faire en sorte qu'au propre, ça soit bon. Je remonte en arrière et je définis à côté de h de x, x est humain, m de x est méchant. Donc, les non-humains n'aiment leurs enfants que s'ils ne sont pas méchants. En fait, à nouveau, il me semble que là-dedans, il y a une ambiguïté. Ça peut se comprendre de deux façons. On peut comprendre que les non-humains n'aiment leurs enfants que si les non-humains en question ne sont pas méchants, ou bien on peut comprendre, c'était clair dans le contexte de la traduction, de la mauvaise traduction qui m'avait été donnée la fois précédente, que c'est si les enfants ne sont pas méchants. Mais si ceux-ci ne sont pas méchants, ici en français, est ambigu. Donc, je lève l'ambiguïté en me souvenant de l'origine, mais j'aurais mieux fait d'écrire un sujet d'emblée non ambigu. À nouveau, vous voyez, c'est en procédant à l'analyse logique que je me rends compte, ah, là, il y a une ambiguïté dans une phrase sur laquelle je n'en voyais pas avant de m'interroger dessus. Je vais l'interpréter donc comme les non-humains n'aiment leurs enfants que si ces enfants ne sont pas méchants. Alors là, j'ai un problème parce que le ne que si, bon, je pourrais le mettre avec seulement si les non-humains aiment leurs enfants, seulement si ces enfants ne sont pas méchants, mais est-ce que ça serait une propriété non-humain aime seulement si l'enfant n'est pas méchant, aime enfant seulement si enfant n'est pas méchant? Je ne vois pas trop, comment je le formaliserai de manière aristotélicienne, même si ça doit être possible. Mais là, il me semble plus simple de passer au singulier, de regarder ce que ça me donne pour un non-humain particulier. Donc un non-humain, et puis après les non-humains, ça sera tous les non-humains, donc je rajouterai un quantificateur universel devant. Un non-humain n'aime ses enfants que, là je peux en revenir à s'il, puisque ça porte son ambiguïté sur les enfants, j'ai enlevé le pluriel de non-humains. Un non-humain n'aime ses enfants que s'ils ne sont pas méchants. Encore que là, je réintroduis une ambiguïté. Supposons que j'ai un non-humain qui a plusieurs enfants. Je ne sais pas, un dalmatien qui a 15 dalmatiens, puisque j'ai lu, je ne me souviens plus où ce matin, que dans les 101 dalmatiens, effectivement, les 101 ne sont pas les enfants de Pongo et Perdita. Au début, ils ont une belle portée, parce que ce sont des dalmatiens, mais c'est 15. Donc, vous avez un dalmatien qui a 15 enfants. Il n'aime ses enfants que s'ils ne sont pas méchants. Mais est-ce que ça veut dire que si un de ses enfants est méchant, il ne va aimer aucun des enfants? Je crois que ce n'est pas ce que l'on veut dire. On veut dire plutôt que pour tout enfant d'un non-humain, on va dire
que pour tout enfant d'un non-humain, le non-humain n'aime cet enfant que s'il n'est pas méchant. N'oublions pas que je veux arriver à une formule dans laquelle il y a des x et des y, donc je vais appeler, je ne sais pas, je vais appeler l'enfant y, et le non-humain, je vais l'appeler x. Pour tout enfant y d'un non-humain x, le non-humain, c'est-à-dire x, n'aime cet enfant y que s'il n'est pas méchant. Donc le ne que, c'est comme le seulement si. Qu'est-ce que je dis? Je dis que le x n'aime y que s'il... Alors par contre, en mettant au singulier, j'ai réintroduit une ambiguïté. Il, c'est qui? C'est le non-humain ou c'est l'enfant? Mais quand j'en reviens à la phrase d'avant, je vois bien que il, c'est l'enfant, c'est-à-dire y. Donc ce que je dis, c'est que x n'aime y, qui est son enfant, que si y n'est pas méchant, c'est-à-dire que je dis que si x aime y, c'est que y n'est pas méchant. Donc, j'ai x qui aime y seulement si y n'est pas méchant. J'ai donc a de x, y qui entraîne m de y. Donc ça, c'est dans le cas où y est l'enfant du non-humain. C'est-à-dire que si y est l'enfant de x et que x aime y, donc x aime y qui est son enfant, seulement si y n'est pas méchant. Et je dis ça pour tout enfant humain, pour tout enfant de x, donc je dis ça, quel que soit y. Donc, quel que soit y, x aime y qui est son enfant, donc x aime son enfant, si l'enfant n'est pas méchant. Là, je n'ai pas dit encore dans ma formule que x était un non-humain. Mais n'oublions pas que ce que je dis ça, ce que je dis là, ce que me dit cette formule, elle me le dit justement si x est un non-humain. Et elle me le dit pour un non-humain quelconque. C'est-à-dire qu'en fait, ma formule, les non-humains n'aiment leurs enfants que si ces enfants ne sont pas méchants, ça me donne, quel que soit x, si x est un non-humain, alors quoi? Alors x n'aime ses enfants, n'aime un de ses enfants que si cet enfant n'est pas méchant. Donc, quel que soit x, non h de x implique, quel que soit y, e de y, x et a de x, y implique non m de y. Je ferme cette parenthèse et je ferme celle-là. Donc voilà, les non-humains n'aiment leurs enfants que si ces enfants ne sont pas méchants. Éventuellement, cette formule, on le verra l'an prochain, peut se transformer et par une analyse un peu différente, on pourrait arriver
à une autre formule qui serait tout aussi juste, mais qui ne serait pas la même, ou qui apparaîtrait ne pas être la même, ni même être congrue, mais dont on pourrait montrer qu'elle serait équivalente. En revanche, bien sûr, le fait que j'ai appelé là l'enfant Y et le non-humain X, c'est quelque chose d'un peu aléatoire. J'aurais pu inverser les noms. Dans ce cas-là, j'aurais eu la même formule en remplaçant X par Y et Y par X, c'est-à-dire que j'aurais eu une formule congrue à cette formule-ci. Et puis, je vais essayer de récapituler sur le bas de cette page, ce qui n'est pas évident parce que le trait qui m'indique que je suis en bas n'est pas très loin. Je vais repasser le trait par un trait pour être bien sûr de mettre toute ma formule au-dessus du trait. Bon, parce que quand on vous pose une question formalisée, il est nécessaire de donner à la fin la formalisation. Après l'analyse, j'insiste bien, après l'analyse, donc la formule c'est quoi? Je recopie tout ce que j'ai écrit. Donc il existe x tel que h de x, et quel que soit y, e de y x implique a de x y, et il existe x tel que h de x, et il existe y tel que e de y x et non a de x y. Donc je ferme cette parenthèse-là, et puis je ferme celle-là. Et puis, pourquoi est-ce que j'en ai fermé 3 tout à l'heure? Ah ben oui, c'est ça, et j'en ai fermé 3 là aussi à nouveau. Effectivement, celle de y, celle du quantificateur ici, et celle du quantificateur en x. C'est dommage qu'il ne me reste pas un peu plus de place sur cette ligne, parce que du coup, je ne peux pas vous montrer que j'évite l'erreur qui consisterait à commencer par écrire quel que soit x ici et à poursuivre après. Comme je vous l'ai dit, on coupe une formule quand on écrit au niveau de l'un des connecteurs importants de cette formule. Donc la formule à laquelle j'arrive, c'est une conjonction de 3 sous-formules. Je dois couper au niveau de l'une de ces conjonctions. Donc je coupe au niveau de la deuxième, j'aurais pu aussi couper au niveau de la première, mais il ne faut pas que je coupe au milieu de ce sur quoi porte l'un des quantificateurs existentiels, ni au milieu de ce sur quoi porte le quantificateur universel que j'écris ensuite. Donc, quel que soit x, si non h de x, alors quel que soit y, e de y x et a de x y implique non m de y. Donc je ferme une parenthèse et j'en ferme une autre. Donc voilà ce que me donnerait dans une certaine analyse. Je répète, il y a une analyse, il y a des ambiguïtés que j'ai essayé de lever, d'une certaine façon, mais on aurait pu éventuellement les lever d'une autre. Voilà, dans une certaine analyse, ce que donnerait la formalisation de les humains n'aiment pas forcément leurs enfants, et les animaux n'aiment leurs enfants que s'ils ne sont pas méchants.
Ça ne fait pas tout à fait 1 heure que je parle, il me semble qu'il me reste à peu près un quart d'heure, mais je ne vois pas trop que rajouter en un quart d'heure, donc j'ai essayé de répondre aux seules questions qui m'ont été clairement posées par courriel. Je répète, parce que je l'ai fait au milieu de l'exercice, ce n'était peut-être pas le mieux, je répète la réponse que j'ai donnée à ces questions. Donc d'abord, sur quoi porte un quantificateur? Il porte uniquement sur la formule qui le suit, c'est-à-dire que quand j'écris quel que soit x, h de x et je ne sais pas, m de x, je réutilise les propriétés que j'ai écrites jusqu'à maintenant. Vraisemblablement, ce que je veux dire, c'est ça, mais en fait, même si ce n'est pas quelque chose de satisfaisant, la façon dont on doit le lire, c'est ça. Ce qui revient qui n'est pas très satisfaisant parce que x est utilisé un coup comme une variable liée dans la même formule, un coup comme une variable liée et dans la même formule comme une variable libre. Mais comme ce n'est pas comme ça, ce n'est pas satisfaisant et que ça, d'accord, là c'est satisfaisant, mais ça ne correspond pas à la règle d'écriture des quantificateurs. Il faut simplement considérer que cette écriture est une mauvaise écriture, puisqu'elle se lirait comme ça, mais que ça, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Enfin, je dis comme ça, mais vous ne voyez pas comme ça, je veux dire, se lirait comme ça, mais ce n'est pas bien. Et donc, la bonne écriture, c'est ça. Alors je dis c'est ça, la bonne écriture, j'ai tort, c'est une bonne écriture, parce qu'on en a une autre que j'aime mieux personnellement, parce que je n'aime pas trop me fatiguer, elle me permet d'écrire des lettres en moins. J'écrirai quel que soit x, hm de x. Ou plus exactement, pour qu'on voit bien que hm, ce n'est pas une propriété, mais que c'est la conjonction de deux propriétés, j'écrirai quel que soit x, hm de x. Donc ça, ce sont 2 bonnes façons d'écrire la même chose avec cette idée donc que la portée d'un quantificateur est une portée minimale. Donc ça marche pour une conjonction, ça serait la même chose si à la place de la conjonction, j'avais un si alors, un équivalent, un ou même des formules composées plus compliquées. Donc voilà un point. Alors, oui, maintenant supposons que j'ai 2 quantificateurs qui se suivent. Quel que soit x, il existe y tel que h de xy. Est-ce que je suis obligé de mettre une parenthèse après le quantificateur universel pour dire qu'il s'étend jusqu'à la fin de la formule? Ben, la réponse est non, puisqu'il doit porter sur une formule. Mais il existe y n'est pas une formule. Ce qui est une formule, c'est il existe y tel que h de xy. Donc quand j'écris quel que soit x, il existe y tel que h de xy, là pour le coup, il n'y a qu'une façon de le lire,
qui est de lire que le quel que soit x porte sur il existe y tel que h de xy, et donc je n'ai pas besoin là de mettre de formule, mais de parenthèse. Mais supposons par exemple que j'ai quel que soit x, il existe y tel que h de xy implique m de y, ben là, une paire de parenthèses est nécessaire et il faut faire attention à la façon dont on la met. Donc je marque, il manque des parenthèses, parce que selon la façon dont on la met, la signification sera différente. Ou bien j'écris quel que soit x, il existe y tel que h de xy implique m de y. Dans ces conditions, ah ben non, je dis des sottises, c'est la seule écriture possible qui donne un sens. En fait, j'aurais dû écrire plutôt pour qu'il y ait plusieurs façons de rajouter les parenthèses. Donc, je corrige. Je corrige, il manque toujours des parenthèses. J'ai là deux façons possibles de rajouter des parenthèses, ou bien je les rajoute comme ça, quel que soit x, il existe y, porte sur toute la formule h de xy implique m de x, ou bien je les rajoute comme ça. En fait, la différence, ce n'est pas pour quel que soit x. Dans quel que soit x, il porte toujours forcément sur toute la formule, si j'ai bien mis mes parenthèses, puisque j'ai un x dans la deuxième partie du si alors. C'est le xy qui a une portée différente dans un cas et dans l'autre. Si j'avais pris ça comme un exemple doté de sens, j'essaierai de vous montrer avec des mots que c'est différent. Remarquez, h de xy, je ne l'ai pas défini, mais je pourrais peut-être, puisqu'on a beaucoup vu la relation A de xy, même si à nouveau il faut la définir chaque fois, je transforme mon h en A, et là on peut s'interroger, est-ce que je peux traduire ces formules en français pour me rendre compte que leur sens est différent. Donc A de xy, ça va être toujours la relation x, m, y, et puis m de x, ça va être la relation x et méchant. Donc, qu'est-ce que j'indique la deuxième me dit que la première, commençons par la première, me dit que pour tout x, il existe un y tel que si x l'aime, x est méchant. Bon, je vais, comme dans l'exercice précédent, considérer que je me place dans un univers d'animaux. Tout animal
tout animal a une entité. Pour tout animal, il existe une entité qui rend l'animal méchant si l'animal aime cette entité, mais c'est lourd. Je vois bien l'idée, mais je n'arrive pas à bien le traduire en français, mais ça arrive à se traduire en français. Pour tout animal, il existe une entité telle que si l'animal aime cette entité, l'animal est méchant. Tout animal, les entités, je suis dans un univers d'animaux, donc tout animal connaît, tout animal peut rencontrer, même si ça rajoute peut-être tout animal peut rencontrer un autre animal, encore qu'il n'y a pas l'idée de autre, mais ça ne serait pas bon sinon en français. Tout animal peut rencontrer un autre animal dont l'amour le rend méchant. Ce n'est malheureusement pas très satisfaisant parce que l'amour, on ne sait pas dans quel sens il s'exerce dans cette phrase-là. Est-ce que c'est d'être aimé par l'autre qui le rend méchant ou est-ce que c'est d'aimer par l'autre? Donc on voit que c'est d'aimer, mais je n'arrive pas à le rendre de manière claire. Donc si j'avais à me noter là-dessus, je ne mettrais pas le maximum. Et d'ailleurs, pour les gens qui ne sont pas contents de leur note, qui veulent l'améliorer, pas passer à 20, mais remplacer une note inférieure à 5 par un 5, envoyez-moi une bonne formulation, une belle formulation en français de cette phrase qui soit à la fois non ambiguë et littérairement jolie. Et je passe maintenant au deuxième. Alors le deuxième va être plus simple puisque c'est si x aime y, si x aime certaines entités, si x aime au moins une entité, x est méchant. Si x aime au moins un animal, puisqu'on est dans un univers d'animaux, est méchant. Donc tout animal qui en aime au moins un autre. À nouveau, le autre n'y est pas, mais qui en aime au moins un ne serait pas bon. D'ailleurs, le moins, on peut le laisser tomber. Tout animal qui en aime un autre, donc je répète, il n'y a pas dans la formule l'idée d'un autre, mais tout animal qui en aime un ou qui en aime au moins un, ça ne serait pas bon en français. C'est pour ça que je rajoute ce autre. Tout animal qui en aime un autre est méchant. En fait, on a une façon de le rendre plus facilement. C'est très pessimiste, je ne l'ai pas fait exprès. L'amour rend méchant. En fait, d'ailleurs, ça me fait penser à une bonne formulation pour le premier, donc je laisse tomber ma question. Tout animal peut rencontrer un autre animal dont l'amour le rend méchant. La précédente, c'est l'amour peut rendre méchant. Ou l'amour, il existe une entité, donc l'amour rend méchant. Dans certains cas. Alors que, donc ça c'est la première formule.
dont on peut considérer qu'elle est déjà pessimiste. La deuxième est encore plus pessimiste, puisque c'est vraiment dans tous les cas que l'amour rend méchant. Dès qu'on aime quelqu'un, on est méchant. Bon, c'est dommage, ça fait une fin très pessimiste, mais, euh, mais après tout, quand on a atteint le bas, on ne peut que remonter. Et donc, si cette année se termine de manière très pessimiste, après tout, les circonstances se prêtent peut-être aussi au pessimisme et m'ont suggéré involontairement cet exemple. Nous ne pouvons l'an prochain qu'aller vers plus d'optimisme. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite collectivement et ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à écrire si vous avez d'autres questions. Je vais moi-même vous écrire pour fixer le devoir terminal pour les gens qui en ont besoin, soit qui ne m'aient pas rendu de contrôle continu, soit qu'ils ou elles veuillent améliorer leur note de contrôle continu. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour cette année, même si vous pouvez encore poser des questions.